Dans un manoir plongé dans le silence et le désespoir, une enfant hurle sans cesse depuis la mort de sa mère. Toutes les nourrices ont échoué, mais une femme sans formation apaise la fillette d'un simple regard. Ce qu'elle découvre révèle des vérités dangereuses et la chance d'une guérison inattendue. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant. Laissez un j'aime, cela aide énormément notre travail. Et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le silence pesant qui aurait dû habiter cette luxueuse maison du 16e arrondissement de Paris était constamment brisé par des cris qui fendaient l'âme. Marine Fournier serrait fort la hanse de son sac de travail en marchant sur le trottoir pavé, observant les hôtels particuliers imposants qui s'élevaient comme des forteresses de verre et de béton. Anna, 42 ans, elle connaissait bien cette routine de nettoyage dans des résidences de haut standing, mais elle n'avait jamais été témoin de quelque chose comme ce qui l'attendait en ce matin frais de juin. L'interphone a sonné lorsqu'elle a appuyé sur le bouton, et une voix masculine, fatiguée et rauque, a répondu de l'autre côté. « Marine, entrez, s'il vous plaît. » Le portail s'est ouvert automatiquement, révélant un jardin méticuleusement entretenu, où des roses rouges contrastaient avec le gazon parfait. Mais cette beauté extérieure ne parvenait pas à masquer l'atmosphère lourde qui émanait de la maison de 3 étages, avec ses fenêtres en verre fumé qui semblaient être des yeux fermés, évitant de voir le monde. Marine travaillait depuis 4 ans pour l'entreprise de nettoyage, Foyer Parfait, et était habituée à la discrétion qu'exigeait son travail. Des résidences comme celle-ci demandaient de l'invisibilité, une efficacité silencieuse et, par-dessus tout, la capacité d'ignorer les drames personnels qui se révélaient parfois entre des portes ouvertes et des conversations téléphoniques. Elle avait tout vu, des mariages en ruine, des enfants à problème, des secrets de famille qui se déroulaient comme des feuilletons télévisés. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle trouverait dans cette maison. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, Marine s'est retrouvée face à un homme qui semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules. Raphaël Mercier avait 38 ans, mais il en paraissait au moins 10 de plus. Ses yeux marrons, qui devaient un jour briller de vie, ressemblaient maintenant à du verre dépoli. Ses cheveux bruns étaient en désordre, sa barbe naissante racontait une histoire de nuit blanche, et ses vêtements froissés suggéraient qu'il avait passé une autre nuit sur le canapé du salon. Marine remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il la salua. « Merci d'être venu, » dit Raphaël d'une voix rauque. « Je sais que la situation ici est compliquée. Sophie de l'agence vous a expliqué ?» Elle hocha discrètement la tête, se souvenant de la brève conversation qu'elle avait eue avec sa superviseure la veille. « Famille traversant un moment difficile, jeune enfant. Besoin de quelqu'un d'expérimenté et de patient, » avait dit sa chef, sans entrer dans les détails. Marine n'aurait jamais imaginé que « moment difficile » soit une description si insuffisante. C'est alors que les cris ont commencé. Le son qui a résonné à travers les murs de la maison n'était pas un pleur d'enfant ordinaire. Marine avait élevé 3 enfants et s'était occupée de dizaines de neveux et nièces au cours de sa vie. Elle connaissait tous les types de pleurs, la faim, le sommeil, la colère, la douleur, le caprice. Mais c'était différent. C'était un cri viscéral, chargé de terreur pure, comme si l'enfant affrontait des monstres que seule elle pouvait voir. Le son semblait déchirer l'air, créant une atmosphère de désespoir qui donnait la chair de poule. Raphaël ferma les yeux et passa ses mains sur son visage, comme pour tenter d'effacer sa propre existence. « Elle est comme ça depuis 6 mois, » murmura-t-il, « depuis que... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, ravalant les mots qui refusèrent de sortir. « Depuis que ma femme, Lucienne, a dû être hospitalisée. Elle a eu une crise psychologique très grave après un accident de voiture. Elle n'a plus réussi à gérer la pression, la maternité, la vie. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'un traitement intensif dans une clinique spécialisée. » Marine sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que c'était que de lutter contre les adversités de la vie, ce que c'était que de sentir le sol se dérober sous ses pieds. « Et la petite ?» demanda-t-elle doucement. « Hélène. Elle a 1 an et 2 mois. Elle était la prunelle des yeux de Lucienne. Quand Lucienne a été hospitalisée, Hélène est simplement entrée en désespoir. C'est comme si elle savait que quelque chose de terrible s'était produit, mais sans pouvoir comprendre quoi.
Raphaël se dirigea vers la fenêtre du salon, regardant le jardin sans vraiment voir les fleurs qui s'épanouissaient sous le soleil matinal. « J'ai tout essayé. J'ai engagé les meilleurs Tsiao, nourrices de Paris, des professionnels avec des années d'expérience spécialisés dans les soins infantiles, certaines même avec une formation en psychologie de l'enfant. » Les cris devinrent plus forts, plus désespérés. Marine pouvait entendre l'angoisse réelle dans la voix de cet enfant, et son instinct maternel prit le dessus sur tout protocole professionnel. « Combien de nourrices sont passées par ici ?»« 18, répondit Raphaël, avec de l'amertume dans la voix. 18 femmes qualifiées qui n'ont pas supporté de rester, ne serait-ce qu'une semaine. La dernière, Geneviève, était une dame expérimentée, avec 15 ans de métier. Elle est partie d'ici hier en pleurant, disant qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille. Elle a dit que les cris d'Hélène n'étaient pas normaux, qu'il se passait quelque chose de très grave. » Marine déglutit. « Et les médecins? Que disent-ils? » « J'ai emmené Hélène chez 5 pédiatres différents. Tous disent qu'elle va bien physiquement. Nous avons fait des analyses de sang, des scanners, des tests neurologiques. Rien. Les psychologues pour enfants parlent de traumatisme émotionnel, mais aucun traitement n'a donné de résultat. » Raphaël se retourna, fixant Marine avec des yeux suppliants. « Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux même plus regarder ma fille sans sentir que j'échoue en tant que père. » Les cris cessèrent soudainement, créant un silence encore plus troublant que le bruit précédent. Marine remarqua que Raphaël se tendit, comme s'il s'attendait à ce que le cauchemar recommence à tout moment. « Elle s'arrête de pleurer parfois, » expliqua-t-il, « mais c'est toujours temporaire. 10 minutes au maximum, et puis ça recommence. C'est comme si elle entrait dans un cycle infini de désespoir. » Marine regarda autour d'elle, dans le salon. La décoration était impeccable, avec des meubles design modernes, des tableaux coûteux aux murs et un système audio qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Mais toute cette richesse matérielle semblait vide, sans vie, comme un décor de théâtre après la fin du spectacle. Il y avait des jouets éparpillés sur le sol, la plupart encore dans leur emballage d'origine, comme si quelqu'un avait désespérément tenté de racheter le bonheur. « Je peux la voir ?» demanda Marine, se surprenant elle-même de sa question. Elle avait été engagée pour le nettoyage, pas pour s'occuper d'un enfant, mais quelque chose dans son cœur l'attirait vers cet enfant en souffrance. Raphaël hésita. « Marine, vous ne comprenez pas. Elle ne réagit pas bien aux étrangers. En fait, elle ne réagit bien à personne, même pas à moi. » La douleur dans sa voix était palpable. « Ma propre fille a peur de moi. Chaque fois que j'entre dans sa chambre, les cris s'intensifient. C'est comme si j'étais le monstre qu'elle craint. » Mais Marine se dirigeait déjà vers l'escalier menant au 2e étage. Quelque chose d'inexplicable la guidait, une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Raphaël la suivit, murmurant des avertissements sur ce qu'elle pourrait trouver, sur la façon dont Hélène réagirait mal à la présence d'une autre étrangère. La chambre de la petite fille se trouvait au bout du couloir. La porte était entr'ouverte et Marine pouvait entendre une respiration haletante venant de l'intérieur. Quand elle poussa doucement la porte, son cœur faillit s'arrêter. Dans un coin de la chambre, recroquevillée comme un animal blessé, se trouvait une petite fille, aux cheveux bruns et bouclés. Ses grands yeux sombres étaient rouges d'avoir tant pleuré, et elle serrait contre sa poitrine un morceau de tissu bleu qui semblait être un foulard ou une écharpe. Hélène leva les yeux lorsque Marine entra dans la chambre, et pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. La petite fille cessa de sangloter, ses petits yeux se fixèrent sur le visage de Marine, et quelque chose d'inexplicable se produisit. Au lieu des cris que Raphaël avait prédits, Hélène resta simplement silencieuse, étudiant cette nouvelle présence avec une curiosité prudente. Marine s'accroupit lentement, se mettant à la hauteur de l'enfant. « Bonjour Hélène », dit-elle d'une voix douce et calme. « Je m'appelle Marine. Quel joli foulard tu as là !» La petite fille serra le tissu bleu encore plus fort contre sa poitrine, mais ne cria pas, ne s'enfuit pas. Elle observa simplement. Raphaël se tenait sur le seuil, bouche bée. « Je n'y crois pas », murmura-t-il. « Elle n'a pas crié. En 6 mois, elle n'est jamais restée silencieuse en présence d'un étranger. » Marine tendit délicatement la main vers Hélène, sans la toucher, juste en l'offrant. « Je peux m'asseoir ici près de toi ?»
demanda-t-elle. La petite fille ne répondit pas, mais ne s'écarta pas non plus. Lentement, Marine s'assit par terre en gardant une distance respectueuse. C'est alors qu'elle remarqua d'autres détails préoccupants. Hélène était visiblement en sous-poids pour son âge. Sa peau était pâle, presque transparente, et il y avait des cernes profonds sous ses yeux. Plus alarmant encore était son comportement. Même en silence, elle balançait son corps d'avant en arrière, un mouvement répétitif qui suggérait un stress profond. « Raphaël, » dit Marine à voix basse, sans quitter Hélène des yeux, « depuis combien de temps ne mange-t-elle pas correctement ?» Elle mange très peu, presque rien en fait. Les médecins ont dit que c'est courant dans les cas de traumatisme émotionnel sévère. Elle a perdu beaucoup de poids ces derniers mois. Raphaël entra prudemment dans la chambre, se tenant assez loin pour ne pas effrayer sa fille. J'ai tout essayé, des aliments différents, des horaires différents, des personnes différentes pour la nourrir. Rien ne fonctionne. Marine observa que chaque fois que Raphaël parlait ou bougeait, Hélène devenait visiblement tendue. Son petit corps se recroquevillait encore plus, et elle pressait le foulard bleu contre son visage, comme pour tenter de se cacher derrière. Il était évident que la présence de son propre père la mettait en état d'alerte. « Ce foulard, » dit Marine doucement, « il est spécial pour toi, n'est-ce pas, Hélène ?» La petite fille regarda directement dans les yeux de Marine pour la première fois. Pendant un instant, ses lèvres bougèrent, comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. « C'est à Lucienne !» expliqua Raphaël d'une voix étranglée. C'était le foulard préféré de ma femme. Hélène ne le lâche plus depuis que Lucienne est partie. C'est la seule chose qui semble la calmer. Au moins un peu. Marine resta à observer Hélène pendant quelques minutes de plus, notant chaque détail de son comportement. La petite fille avait des mouvements prudents, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de mal arrive à tout moment. Ses yeux jetaient de petits coups d'œil vers la porte, vérifiant toujours les voies de sortie. C'était le comportement de quelqu'un qui avait appris que le monde était un endroit dangereux. « Raphaël, vous pouvez me laisser seul avec elle quelques minutes ?» demanda Marine. Il hésita. « Vous êtes sûr? Si elle commence à crier, il vaut mieux que vous sortiez immédiatement. Le bruit peut être très perturbant. »« Faites-moi confiance, » dit Marine, avec une assurance qu'elle-même ne savait pas d'où venait. Quand Raphaël sortit et ferma doucement la porte, Marine et Hélène restèrent seules. Le silence était presque palpable, rompu seulement par le son de la respiration de la petite fille et du trafic lointain de la ville au dehors. Marine commença à parler à voix basse, pas exactement à Hélène, mais comme si elle se parlait à elle-même. « Tu sais, Hélène, j'ai aussi un foulard spécial. Il appartenait à ma mère. Quand j'étais petite comme toi et que j'avais peur, je serrais ce foulard très fort et je sentais qu'elle était avec moi. » Marine sortit de son sac un simple foulard en coton blanc, délavé par le temps. « Il n'est pas aussi beau que le tien, mais il me fait aussi me sentir en sécurité. » Hélène observa le foulard de Marine avec intérêt, le comparant au sien. « Parfois, » continua Marine, « quand les gens que nous aimons doivent partir, ils laissent des petits morceaux d'eux avec nous. Ton foulard bleu a l'odeur de ta maman, n'est-ce pas? Et ça te fait te souvenir de sa tendresse. » Pendant quelques instants, Hélène sembla traiter ses mots. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle lâcha une de ses mains du foulard et tendit un petit doigt en direction du foulard de Marine. Elle ne le toucha pas, mais le geste fut suffisant pour que Marine sache qu'une connexion s'était formée. « Tu sais, » dit Marine en rangeant soigneusement son foulard, « je suis venue ici aujourd'hui pour nettoyer la maison. Mais peut-être que je peux faire d'autres choses aussi. Peut-être que je peux rester ici avec toi un petit moment si tu veux. » Hélène ne répondit pas verbalement, mais pour la première fois en 6 mois, une enfant d'1 an se sentit suffisamment en sécurité pour fermer les yeux en présence d'une étrangère. Marine resta assise par terre, observant cette petite âme blessée se détendre enfin, ne serait-ce que pour quelques instants. Quand Raphaël revint dans la chambre 20 minutes plus tard, il trouva une scène qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois, sa fille dormant paisiblement et une femme qui était arrivée comme employée de ménage, mais qui possédait clairement un don spécial pour guérir les cœurs brisés. Quand Raphaël vit sa fille endormie dans les bras d'une inconnue, pour la première fois en 6 mois, il dut s'appuyer sur le montant de la porte pour ne pas tomber. Les larmes qu'il tentait de retenir depuis si longtemps coulèrent enfin librement sur son visage, silencieuses et chargées d'un soulagement si profond qu'il en avait mal à la poitrine. Marine le regarda avec compréhension,
faisant un geste de la main libre pour qu'il reste silencieux, pour ne pas réveiller Hélène. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Raphaël observait sa fille respirer calmement, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis si longtemps qu'il avait oublié le son d'une maison en paix. Hélène avait le visage détendu, ses petits poings enfin ouverts, le foulard bleu de sa mère toujours serré dans ses bras, mais sans la tension désespérée habituelle. C'était comme si, pour la première fois depuis l'hospitalisation de Lucienne, la petite fille avait trouvé un havre de paix. Marine restait immobile, laissant Hélène se reposer sur ses genoux, mais ses yeux observateurs ne cessaient d'examiner des détails que les nourrices précédentes n'avaient peut-être pas remarqués. Les ongles de la petite fille étaient rongés jusqu'à la chair vive, un comportement autodestructeur préoccupant pour quelqu'un de si jeune. Il y avait de petites marques rouges autour de ses poignets, comme si elle avait l'habitude de se griffer quand elle était nerveuse. Mais ce qui attira le plus l'attention de Marine fut une odeur presque imperceptible, douce et médicinale, qui semblait émaner de l'enfant elle-même. Quand Hélène se réveilla enfin, 40 minutes plus tard, il n'y eut pas de cri. Elle ouvrit ses grands yeux sombres, regarda directement Marine et, à l'étonnement de toutes les personnes présentes, esquissa quelque chose qui pourrait être considéré comme un sourire. C'était timide, hésitant, comme si elle avait oublié comment sourire et essayait de se souvenir, mais il était là. « Mon Dieu !» murmura Raphaël, entrant prudemment dans la chambre. « Ça faisait si longtemps que je ne l'avais pas vu sourire. » Mais dès qu'Hélène perçut la présence de son père, la transformation fut immédiate et dévastatrice. Son petit corps se raidit complètement, ses yeux s'écarquillèrent de terreur, et elle se pressa encore plus contre Marine, comme pour tenter de fusionner avec elle pour échapper à un danger imminent. Elle ne cria pas, mais fut visiblement prise de panique. Marine sentit son cœur se serrer en assistant à cette réaction. « Raphaël, » dit-elle doucement, « elle vaut peut-être mieux que vous vous éloigniez un peu. Laissez-la s'habituer à votre présence petit à petit. » La douleur sur le visage de Raphaël était évidente. Voir sa propre fille le craindre était une torture qu'aucun père ne devrait endurer. « Elle n'était pas comme ça avant, » dit-il en reculant dans le couloir. « Hélène m'aimait. Elle riait quand j'arrivais à la maison, tendait ses petits bras vers moi, dormait sur ma poitrine. Après l'accident avec Lucienne, après l'hospitalisation, c'est comme si j'étais le coupable de tout ce qui s'est passé. Et vous en voulez ?» demanda Marine, tenant toujours Hélène, qui s'était de nouveau détendue dès que Raphaël fut hors de son champ de vision. Le silence qui suivit fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. Raphaël s'appuya contre le mur du couloir, passant ses mains dans ses cheveux en désespoir de cause. Si je ne m'étais pas disputé avec Lucienne ce soir-là, si je n'avais pas été si dur avec elle au sujet des difficultés qu'elle rencontrait avec la maternité, elle ne serait jamais partie de la maison avec Hélène. L'accident ne serait jamais arrivé. Elle ne serait pas hospitalisée maintenant, luttant contre une dépression post-partum qui s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus grave. Marine continua de caresser les cheveux bouclés d'Hélène, qui avait refermé les yeux, mais restait alerte. « Racontez-moi cette nuit », demanda-t-elle avec la gentillesse de quelqu'un qui sait écouter sans juger. C'était 3 jours avant l'accident. Lucienne traversait une période très difficile depuis la naissance d'Hélène. Elle n'arrivait pas à dormir, ne mangeait pas correctement, pleurait sans raison apparente. Je pensais que c'était juste la fatigue d'une nouvelle maman. Je n'ai pas compris qu'elle demandait de l'aide. Raphaël glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre dans le couloir, la tête entre les mains. Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'échouer en tant que mère, qu'elle n'arrivait pas à se connecter avec Hélène comme elle l'espérait. Moi, au lieu de la soutenir, je lui ai dit qu'elle était dramatique, que toutes les mères passaient par là. Hélène bougea sur les genoux de Marine, murmurant des sons bas qui semblaient être des tentatives de communication. Marine répondit par des chuchotements rassurants, créant un dialogue silencieux entre elles. « Continuez », encouragea Marine. « Lucienne est sortie de la maison ce soir-là en disant qu'elle avait besoin d'air, qu'elle se sentait étouffée. Elle a emmené Hélène en voiture, disant qu'une promenade pourrait les aider toutes les deux à se calmer. Elles ont eu un accident 3 rues plus loin. Rien de grave physiquement, juste quelques égratignures. Mais ce fut l'élément déclencheur de l'effondrement émotionnel de Lucienne. Elle a paniqué, a commencé à crier qu'elle était une mère terrible, qu'elle aurait pu blesser notre fille, qu'Hélène serait mieux loin d'elle. Marine ferma les yeux,
imaginant le traumatisme que cette situation a dû causer à toutes les personnes impliquées. Et Hélène a assisté à tout ça? Tout. Les cris de Lucienne, les ambulanciers, les sirènes, la confusion. Une enfant de 10 mois absorbant toute cette énergie de terreur et de désespoir. Les jours suivants, Lucienne a beaucoup empiré. Elle ne pouvait plus tenir Hélène, disait qu'elle avait peur de lui faire du mal. Ce sont les médecins qui ont recommandé l'hospitalisation dans une clinique spécialisée en santé mentale maternelle. Hélène s'était de nouveau endormie, mais cette fois c'était un sommeil agité. Ses petits membres se contractaient de temps en temps comme si elle rêvait de situations stressantes. Marine remarqua que même endormie, la petite fille tenait fermement le foulard bleu. « Raphaël, puis-je vous poser une question qui peut sembler étrange ?» dit Marine. « Bien sûr, n'importe quoi. » Hélène prend-elle une sorte de médicament? Le silence qui suivit fut trop long pour être anodin. Marine répéta la question, cette fois en regardant directement Raphaël. « Est-elle sous traitement médicamenteux? » « Pourquoi demandez-vous ça ?» La voix de Raphaël avait changé, devenant défensive. « Parce qu'il y a une odeur dans son haleine, une odeur médicinale. Et son comportement, bien que traumatisé, a des caractéristiques qui me font penser à une sédation. La façon dont elle met du temps à réagir aux stimuli, comment ses mouvements sont légèrement lents pour une enfant de son âge. » Raphaël ferma les yeux, comme s'il avait été pris dans un terrible mensonge. Quand il parla enfin, sa voix était chargée de honte. Un médecin a recommandé un spécialiste du sommeil pour enfants que l'entreprise de mon travail m'a indiqué. Il a dit que c'était normal dans des cas comme celui d'Hélène, qu'un peu d'aide pour dormir serait bénéfique pour elle et pour moi. Quel type de médicament, Raphaël? Quelque chose pour la calmer, pour l'aider à dormir la nuit. Elle passait des nuits entières à crier, réveiller tout le voisinage. J'étais désespéré. Je n'arrivais pas à travailler, je n'arrivais pas à penser correctement. Les mots sortaient pêle-mêle, comme s'il essayait de justifier une décision qu'il savait être mauvaise. Le médecin a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se stabilise émotionnellement. Marine sentit un froid dans le ventre. Ce médecin a-t-il examiné Hélène personnellement? A-t-il parlé à son pédiatre? A-t-il fait des examens? Le silence de Raphaël fut une réponse suffisante. « Raphaël, » dit Marine fermement, mais sans jugement, « quel médicament lui donnez-vous exactement ?»« Du Rivotril, un demi-comprimé dissous dans le lait tous les soirs avant de dormir. » Marine dut faire un effort conscient pour ne pas changer de ton et réveiller Hélène. Le Rivotril était un médicament puissant, de la classe des benzodiazépines, utilisé pour traiter l'anxiété sévère et les convulsions chez les adultes. Donner ce médicament à un enfant d'1 an, sans surveillance médicale adéquate, était extrêmement dangereux. Depuis combien de temps en prend-elle? 4 mois, depuis 2 semaines après l'hospitalisation de Lucienne. 4 mois. Marine calcula rapidement. Une enfant d'1 an, pesant environ 10 kilos, prenant des benzodiazépines pendant 4 mois consécutifs. Les dommages neurologiques pourraient être irréversibles, mais elle devait rester calme, ne pas effrayer Raphaël au point qu'il se referme complètement. Et ça marche? Elle dort mieux? Au début, oui. Elle arrêtait de crier et dormait toute la nuit. Je pouvais enfin me reposer quelques heures. Mais avec le temps, il semble que l'effet ait diminué. Elle a recommencé à se réveiller pendant la nuit, mais maintenant elle était différente, comme si elle était dans un état entre le sommeil et l'éveil, pleurant, mais sans être totalement consciente. Marine regarda Hélène dormir dans ses bras et ressentit un mélange de colère et de compassion. Colère pour l'irresponsabilité d'un père désespéré et d'un médecin qui avait prescrit un médicament sérieux sans examen en personne. Compassion pour un enfant qui était involontairement lésé par celui qui devait la protéger. « Raphaël, avez-vous la boîte du médicament? Puis-je voir la notice ?» Il hésita, mais après quelques secondes, il se leva et se dirigea vers une autre pièce. Il revint avec une petite boîte bleue et blanche. Marine lut attentivement les informations et chaque ligne confirmait ses pires craintes, contre-indiquées pour les moins de 6 ans. Peut causer une dépendance physique. Le syndrome de sevrage peut inclure des convulsions et des troubles du comportement. Une utilisation prolongée peut affecter le développement neurologique. « Raphaël, dit-elle prudemment, nous devons parler de ça, mais d'abord j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Hélène ira bien, mais nous allons devoir faire quelques changements importants. » Des changements?
Premièrement, ce médicament doit être arrêté, mais de manière progressive et sous surveillance médicale. Deuxièmement, Hélène a besoin de soins spécialisés pour gérer le sevrage. Troisièmement, vous aurez besoin d'un soutien psychologique pour gérer la culpabilité et apprendre à vous reconnecter avec votre fille. Les larmes revinrent aux yeux de Raphaël. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? J'ai fait du mal à ma propre fille en essayant de l'aider. Vous avez agi par désespoir, pas par méchanceté. Cela fait une différence. Mais maintenant, nous devons agir rapidement pour corriger la situation. Marine installa Hélène plus confortablement dans ses bras. Et je vais vous aider. Vous allez rester, même en sachant tout ça? Marine regarda Hélène, puis Raphaël. Deux âmes perdues qui avaient besoin de conseils, de soins, de quelqu'un qui n'abandonnerait pas quand les choses deviendraient difficiles. « Je vais rester, » dit-elle, « mais à certaines conditions. Première, honnêteté totale à partir de maintenant. Deuxième, vous faites exactement ce que je dis en ce qui concerne la santé d'Hélène. Troisième, nous cherchons une aide médicale, appropriée dès aujourd'hui. » Raphaël acquiesça avec empressement, comme un homme qui entrevoyait enfin une lumière au bout du tunnel. « Et Raphaël, » ajouta Marine, « Hélène ne vous déteste pas. Elle est effrayée, confuse par le médicament, traumatisée par l'absence de sa mère. Mais avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, vous pouvez reconstruire votre relation. » À ce moment-là, Hélène ouvrit les yeux et regarda directement Marine. Puis, pour la deuxième fois de la journée, elle sourit. Et cette fois, Raphaël observait de loin, voyant qu'il y avait encore de l'espoir pour sa famille détruite. La première nuit sans le médicament fut un test de résistance émotionnelle auquel aucun des adultes présents n'était préparé. Marine avait insisté pour qu'il contacte immédiatement le pédiatre d'Hélène, le docteur Édouard Seguin, qui suivait la famille depuis la naissance de la petite. Lorsque Raphaël expliqua par téléphone ce qu'il avait fait au cours des 4 derniers mois, le silence du médecin fut si long et si lourd que Raphaël crut un instant que la communication avait été coupée. « Raphaël, dit enfin le docteur Édouard d'une voix contrôlée mais chargée d'inquiétude, je dois examiner Hélène immédiatement. Ce que vous avez décrit pourrait avoir causé de graves dommages à son développement neurologique. Les benzodiazépines chez les enfants de cet âge peuvent provoquer des effets secondaires graves, y compris une dépendance physique. » Le cabinet du docteur Édouard se trouvait dans une clinique privée à Saint-Germain-des-Prés, à 20 minutes en voiture de la maison de Raphaël. Marine insista pour accompagner le père et la fille, réalisant que sa présence calmait Hélène de manière inexplicable. Pendant le trajet, la petite fille resta tranquille sur les genoux de Marine, mais ses petits yeux étaient plus alertes que d'habitude, comme si un instinct primitif l'avertissait que des changements importants étaient à venir. Le cabinet du pédiatre était décoré de couleurs douces et de jouets éducatifs, mais Hélène montra peu d'intérêt pour l'environnement. Elle resta collée à Marine, observant tout autour d'elle avec méfiance. Lorsque le docteur Édouard entra dans la pièce, un homme grand aux cheveux grisonnants et à l'expression douce, Hélène se cacha immédiatement dans le cou de Marine. « Bonjour Hélène, » dit le médecin d'une voix douce en gardant une distance respectueuse. « Tu as beaucoup grandi depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. » Il s'adressa à Raphaël. « Quand a eu lieu la dernière consultation de routine ?»« Il y a 3 mois, » admit Raphaël, visiblement honteux. « J'évitais de la mener parce que je savais que vous poseriez des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. » Le docteur Édouard hocha gravement la tête. « Je vais devoir examiner Hélène complètement. Raphaël, pouvez-vous me montrer le médicament que vous lui administriez? Et Marine ?» Il la regarda avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?»« Non, » répondit Marine. « J'étais l'employé de ménage. Mais Hélène semble se sentir en sécurité avec moi. Alors Raphaël m'a demandé de rester. » Le médecin observa l'interaction entre Marine et Hélène, notant comment l'enfant se détendait en présence de la femme. « Intéressant. Hélène a toujours été très sélective avec les étrangers, même avant les problèmes. Elle vous fait clairement confiance. » L'examen fut minutieux et révélateur. Le docteur Édouard examina les réflexes d'Hélène, testa sa coordination motrice, vérifia son poids et sa taille, et posa une série de questions détaillées sur le comportement de la petite fille. Ce qu'il découvrit était alarmant. Hélène pèse environ 3 kilos de moins que le poids idéal pour son âge. Ses réflexes sont légèrement diminués,
ce qui est cohérent avec une utilisation prolongée de benzodiazépines. Plus préoccupant encore est son développement du langage. À 14 mois, elle devrait dire au moins 5 à 10 mots simples. Elle n'a pas dit un mot pendant tout l'examen. Raphaël déglutit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons agir rapidement pour inverser les effets du médicament. La bonne nouvelle, c'est que les enfants de cet âge ont une capacité de récupération impressionnante, à condition que le traitement soit adéquat. Le docteur Edouard se tourna vers Marine. Seriez-vous prête à aider dans le processus de récupération? Hélène se sent clairement en sécurité avec vous, et ce sera crucial dans les jours à venir. Marine regarda Hélène, qui s'était endormie dans ses bras pendant l'examen. Oui, dit-elle sans hésitation. J'y tiens. Parfait. Maintenant, concernant le sevrage du médicament. Nous ne pouvons pas simplement arrêter d'un coup. Hélène pourrait avoir un syndrome de sevrage, qui chez les enfants peut inclure une irritabilité extrême, des troubles du sommeil, des tremblements et même des convulsions. Nous allons réduire la dose progressivement sur une semaine. Il prescrivit un calendrier détaillé, 3/4 de la dose pendant 2 jours, la moitié de la dose pendant 2 jours, 1/4 de la dose pendant 2 jours, puis l'arrêt complet. Pendant cette période, Hélène sera probablement très irritable et pourrait avoir des difficultés à dormir. Vous devez vous préparer à des nuits difficiles. Docteur, demanda Marine, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aider Hélène à gérer l'inconfort sans utiliser de médicaments? Oui, un contact physique constant, un environnement calme et stable, une routine prévisible, et de la patience. Beaucoup de patience. Le docteur Edouard regarda sérieusement Raphaël. Raphaël, Hélène ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Vous allez affronter des jours très difficiles avant de voir de réels progrès. Mais si nous suivons le protocole correctement, elle peut se rétablir complètement. Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, Marine prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Raphaël, je vais rester ici cette nuit. Hélène aura besoin de soins constants, et vous avez besoin de soutien. Marine, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez déjà fait plus que ce que j'aurais pu attendre de quiconque. Ce n'est pas une question de devoir, dit Marine en installant Hélène, qui s'était réveillée pendant le trajet de retour. C'est une question de vouloir. Cet enfant a besoin de soins et vous deux avez besoin d'aide. Mes enfants sont déjà adultes, je vis seul. Je peux me consacrer à cela pour les prochains jours. Raphaël resta silencieux quelques instants, digérant la générosité de cette femme qui était entrée dans leur vie seulement 12 heures auparavant. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. Marine regarda Hélène, qui jouait distraitement avec le foulard bleu de sa mère. Parce que parfois, la vie nous place au bon endroit, au bon moment, pour faire la différence. Et parce que chaque enfant mérite de se sentir en sécurité et aimé. La première nuit fut un test de résistance physique et émotionnelle. Hélène ne reçut que les 3/4 de la dose habituelle, et les effets furent immédiats. Vers 10 heures du soir, alors qu'elle serait normalement profondément sous sédatif, Hélène commença à montrer des signes d'agitation. D'abord des gémissements bas, puis de l'inquiétude, et enfin des cris qui semblèrent venir des profondeurs de son âme. Marine et Raphaël se relayaient pour tenter de la calmer. Rien ne fonctionnait longtemps. Hélène pleurait pendant des heures, s'arrêtait quelques minutes lorsque Marine la berçait, puis recommençait avec une intensité encore plus grande. Vers 3 heures du matin, elle avait développé une légère fièvre et des tremblements occasionnels dans les mains. « Elle souffre », dit Raphaël, assis par terre dans la chambre, visiblement épuisé. « Peut-être devrions-nous lui donner la dose complète juste pour aujourd'hui, pour soulager sa souffrance. »« Non », dit fermement Marine, bien qu'elle soit aussi épuisée. Le docteur Edouard a été très clair. Si nous revenons en arrière maintenant, nous devrons tout recommencer. Hélène est forte. Elle va y arriver. Mais regardez cette petite enfant lutter contre des effets chimiques qu'elle ne comprenait même pas était déchirant. Hélène transpirait, tremblait, et ses petits yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Le foulard bleu de sa mère était trempé de larmes. C'est vers 4 heures du matin que quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène était sur les genoux de Marine, pleurant plus doucement maintenant, quand soudain elle regarda en direction de Raphaël et tendit une de ses petites mains vers lui. Ce n'était pas un mouvement accidentel. C'était intentionnel, comme si elle savait qu'elle avait besoin du réconfort des 2 adultes pour affronter ce moment difficile.
Raphaël resta paralysé. Elle me demande de m'approcher? Doucement, conseilla Marine. Très doucement. Raphaël s'approcha prudemment et avec une infinie précaution toucha la petite main tendue d'Hélène. Elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle referma ses petits doigts autour de l'index de son père. C'était un petit moment, presque insignifiant pour un observateur extérieur, mais pour Raphaël, il représentait le premier signe que peut-être, juste peut-être, il pourrait reconstruire la relation avec sa fille. « Bonjour, Hélène », murmura-t-il, la voix étranglée. « Papa est là. Papa ne laissera rien de mal t'arriver. » Hélène n'arrêta pas de pleurer, mais garda sa main connectée à celle de Raphaël. Pendant les 40 minutes suivantes, Marine berça Hélène pendant que Raphaël lui tenait la main. C'était comme si les trois avaient été formés une chaîne humaine de soutien, une petite famille luttant ensemble contre l'adversité. Quand Hélène s'endormit enfin, à 5h30 du matin, elle était sur les genoux de Marine, mais tenait fermement le doigt de son père. Raphaël ne bougea pas pendant les 3 heures suivantes, craignant de briser la connexion fragile qui s'était formée. Pendant la matinée, alors qu'Hélène dormait profondément, Marine en profita pour explorer plus de détails de la maison qu'elle n'avait pas encore remarqués. Dans la chambre du couple, elle trouva des photos de Raphaël et Lucienne au temps heureux. Lune de miel sur une plage paradisiaque, fête prénatale pour Hélène, première photo de la famille à l'hôpital juste après la naissance. C'étaient des images d'un amour réel, de personnes qui avaient un jour été heureuses ensemble. Mais elle trouva aussi des signes de la détérioration de la santé mentale de Lucienne. Il y avait des livres sur la dépression post-partum éparpillés sur la table de chevet, des ordonnances d'antidépresseurs avec des dates récentes, et un journal où Lucienne décrivait ses difficultés à se connecter émotionnellement avec Hélène. « J'aime ma fille plus que ma propre vie », était-il écrit sur l'une des pages, mais je n'arrive pas à ressentir la joie que j'espérais ressentir. C'est comme s'il y avait une vitre entre nous, et je n'arrive pas à la briser. J'ai peur qu'elle se rende compte que sa mère n'est pas la femme aimante et instinctive qu'elle mérite. Marine ferma le journal, le cœur serré. Cette famille avait traversé des traumatismes émotionnels profonds bien avant la situation avec le médicament. Lucienne avait lutté contre la dépression post-partum sans soutien adéquat. Raphaël s'était senti impuissant à aider sa femme, et Hélène avait grandi en absorbant toute cette tension émotionnelle. Quand Raphaël se réveilla, vers 10h du matin, il trouva Marine en train de préparer une soupe légère dans la cuisine. Hélène continuait de dormir, mais c'était un sommeil plus naturel que les semaines précédentes, sans la sédation profonde du médicament. « Comment vous sentez-vous » demanda Marine. Épuisé, mais différent. Hier soir, quand elle a tenu ma main, c'était la première fois en des mois que je sentais qu'elle me voyait comme un père, pas comme une menace. Raphaël se servit un café et s'assit à la table de la cuisine. « Marine, comment saviez-vous que donner le médicament était une erreur? Avez-vous une formation médicale? » « Non, mais j'ai élevé 3 enfants et je me suis occupé de beaucoup d'enfants au cours de ma vie. Il y a certaines choses que l'on apprend seulement avec l'expérience. Et il y avait quelque chose dans le comportement d'Hélène qui ne correspondait pas à un simple traumatisme émotionnel. Les mouvements lents, la façon dont elle mettait du temps à réagir, l'odeur médicinale. C'étaient des signes que quelque chose de chimique interférait avec son développement naturel. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer autant? Vous auriez pu simplement faire votre travail de nettoyage et partir. » Marine réfléchit quelques instants avant de répondre. Parce que, quand j'avais l'âge d'Hélène, ma mère a traversé une dépression sévère. Mon père ne savait pas comment gérer la situation et j'ai grandi en sentant que j'étais coupable des problèmes de la famille. Il m'a fallu des années pour me remettre émotionnellement de cette expérience. Et vous avez vu Hélène traverser la même chose? J'ai vu une petite enfant porter des culpabilités et des peurs qui n'étaient pas les siennes. J'ai vu un père désespéré, essayant de faire de son mieux avec les informations limitées qu'il avait. Et j'ai vu une opportunité d'éviter peut-être que cette famille ne passe par les mêmes années difficiles que ma famille a connues. Hélène se réveilla au milieu de l'après-midi, et cette fois, il y eut une différence notable dans son comportement. Bien qu'elle soit encore clairement mal à l'aise en raison de la réduction du médicament, elle était plus alerte, plus présente. Ses yeux se fixaient plus longtemps sur les personnes et les objets environnants,
et elle montra de l'intérêt pour certains jouets que Raphaël avait achetés des semaines auparavant. Plus important encore, lorsque Raphaël entra dans la chambre, Hélène ne paniqua pas. Elle se tendit mais ne cria pas. Et quand il s'assit par terre, à une distance sûre, elle l'observa avec curiosité plutôt qu'avec terreur. « Bonjour, Hélène, » dit doucement Raphaël. « Papa t'a apporté de nouveaux jouets. Tu veux voir ?» Hélène ne répondit pas verbalement, mais ses yeux suivirent le mouvement de Raphaël lorsqu'il lui montra un petit ours en peluche bleue. Pendant quelques minutes, le père et la fille jouèrent à cache-cache avec l'ourson. Marine, servant de pont émotionnel entre eux, c'était un petit progrès presque imperceptible pour un observateur occasionnel. Mais pour une famille qui avait passé 6 mois en guerre émotionnelle, ces quelques minutes de paix représentaient le début d'un chemin de guérison qui serait encore long, mais qui semblait enfin possible. La 2e semaine apporta des changements que personne n'avait anticipés. Hélène était officiellement sevrée du médicament depuis 3 jours, et bien que les symptômes physiques du sevrage aient considérablement diminué, son comportement se transformait de manière surprenante. C'était comme si, peu à peu, la véritable personnalité de la petite fille émergeait d'un brouillard chimique qui l'avait maintenue réprimée pendant des mois. Marine se réveilla le jeudi matin avec un son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Hélène babillant seule dans son berceau. Ce n'étaient pas des cris de désespoir ou des gémissements d'inconfort. C'étaient des sons d'expérimentation, comme si elle testait sa propre voix. Lorsque Marine entra dans la chambre, elle trouva Hélène assise, tenant le foulard bleu d'une main et pointant la fenêtre de l'autre. « Ah !» dit clairement Hélène, en pointant la lumière du soleil qui entrait par le rideau. Marine sentit son cœur s'emballer. C'était la première syllabe intelligible qu'Hélène prononçait depuis son arrivée à la maison. « Ah oui, Hélène, c'est la lumière du soleil. »« Soleil !» répéta Marine en pointant la fenêtre. « So !» tenta Hélène, la langue encore maladroite à cause de son développement tardif, mais avec une intention claire de communiquer. Quand Raphaël descendit pour prendre son petit déjeuner, Marine put à peine contenir son émotion. Elle a parlé, Raphaël. Hélène a essayé de dire « soleil ». C'est le premier signe réel que son développement du langage se rétablit. Raphaël laissa tomber sa tasse de café dans l'évier et courut dans la chambre d'Hélène. Quand il y arriva, la petite fille était dans les bras de Marine, mais cette fois elle ne montra aucune peur en le voyant. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux et le pointa du doigt. « Pas !» dit-elle, de manière expérimentale. Les larmes vinrent avant que Raphaël ne puisse les contrôler. « Pas !» était le début de « papa ». Après des mois à se sentir comme un étranger menaçant dans la vie de sa propre fille, il y avait enfin une reconnaissance, une tentative de connexion verbale. « C'est ça, Hélène, papa, je suis papa, » dit-il. « Je suis » en s'approchant lentement et en s'asseyant sur la chaise à côté du berceau. Hélène l'observa quelques instants, en train de traiter l'information. Puis, avec un effort visible, elle essaya à nouveau « papa ». Les progrès des jours suivants furent remarquables. Hélène commença à expérimenter d'autres mots. Ma pour Marine, fou pour le foulard bleu qu'elle ne quittait jamais, thé quand elle voulait boire quelque chose et non articulé clairement quand elle ne voulait pas quelque chose. C'était comme si elle rattrapait des mois de développement linguistique en quelques jours. Mais la véritable transformation se produisait dans la dynamique familiale. Raphaël avait pris 2 semaines de congé pour se consacrer entièrement à la guérison d'Hélène, et pour la première fois depuis sa naissance, il était vraiment présent en tant que père. Il apprit à changer les couches correctement, à identifier les différents types de pleurs, à lire les indices non-verbaux qu'Hélène donnait quand elle avait faim, sommeil ou simplement besoin d'attention. Marine observait cette transformation avec la satisfaction de quelqu'un qui voit un plan bien conçu se dérouler, mais aussi avec la mélancolie de quelqu'un qui sait que sa mission là-bas touchait à sa fin. Raphaël devenait le père dont Hélène avait besoin, et bien que la présence de Marine soit encore importante, elle n'était plus essentielle au fonctionnement de cette famille. C'est le jeudi de la 2e semaine que l'appel qui allait tout changer arriva. Raphaël était dans le jardin avec Hélène, essayant de lui apprendre à identifier les différentes fleurs, quand son téléphone sonna. C'était le docteur Antoine Rivière, le psychiatre responsable du traitement de Lucienne à la clinique où elle était hospitalisée. « Raphaël, j'ai de bonnes nouvelles concernant Lucienne.
Elle a fait des progrès très significatifs ces dernières semaines. Le traitement antidépresseur fonctionne bien. La thérapie intensive l'aide et elle montre des signes clairs d'amélioration. Nous envisageons de la laisser sortir de l'hôpital le mois prochain. Raphaël eut l'impression que le monde s'était arrêté. Pendant tous ces mois difficiles, une partie de lui avait désespérément souhaité que Lucienne rentre à la maison et l'aide avec Hélène. Mais maintenant, alors qu'il apprenait enfin à être père seul, la nouvelle lui apporta des sentiments contradictoires. Comment gère-t-elle l'idée de rentrer à la maison? Et par rapport à Hélène? C'est exactement le point que je dois discuter avec vous. Lucienne sait que beaucoup de temps a passé. Elle est impatiente de retrouver sa fille, mais elle a aussi peur de la réaction d'Hélène. Pendant la thérapie, nous avons travaillé intensivement sur les questions de culpabilité maternelle et sur le traumatisme de l'accident. Elle va beaucoup mieux, mais nous savons que la réadaptation familiale sera un processus délicat. Après avoir raccroché, Raphaël resta assis dans le jardin, observant Hélène jouer avec les pétales de rose tombés par terre. Comment expliquerait-il à une enfant d'1 an que la mère dont elle se souvenait à peine revenait? Comment Lucienne gérerait-elle le fait qu'Hélène avait créé des liens profonds avec Marine, une étrangère devenue une figure maternelle de substitution? Et comment se sentait-il lui-même par rapport au retour de sa femme? Marine remarqua immédiatement que quelque chose avait changé dans le comportement de Raphaël. Pendant le dîner, il était distant, perdu dans ses pensées. Hélène, maintenant beaucoup plus attentive à l'environnement émotionnel qui l'entourait, perçut également la tension et devint plus collante que d'habitude. « Que s'est-il passé ?» demanda Marine après avoir couché Hélène. Raphaël raconta l'appel du docteur Rivière, la possible sortie de Lucienne, toutes les doutes et les peurs qui tourbillonnaient maintenant dans son esprit. « Je devrais être heureux, dit-il, mais j'ai peur. Peur que le retour de Lucienne défasse tous les progrès qu'Hélène a faits. Peur que je redevienne le père absent et inutile que j'étais avant, et peur que Lucienne ne parvienne pas à se connecter avec Hélène comme elle en a besoin. » Marine hocha la tête avec compréhension. « Raphaël, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 6 mois. Hélène n'est pas la même enfant qu'il y a 6 mois. Et Lucienne, d'après ce que vous m'avez dit, a également subi de profondes transformations. Vous devrez découvrir ensemble comment être à nouveau une famille. Et vous, serez-vous là pour nous aider dans cette transition ?» La question que Raphaël posa résonna dans le silence du salon. Marine avait évité de penser à cette question, mais elle savait que le moment viendrait de faire face à la réalité. Elle s'était impliquée émotionnellement avec cette famille d'une manière qui allait bien au-delà de ses responsabilités professionnelles. Hélène était devenue comme une fille pour elle, et Raphaël était devenu un véritable ami. Mais elle savait aussi que les familles doivent apprendre à fonctionner par elles-mêmes. « Raphaël, je serai là tant que vous aurez besoin de moi. Mais vous 3 devez découvrir comment être une famille sans dépendre d'une personne extérieure. Lucienne doit retrouver sa place de mère. Vous devez continuer à être le père présent que vous êtes devenu. Et Hélène doit apprendre à faire confiance à ses 2 parents. » Cette nuit-là, Hélène se réveilla en pleurant vers 2 heures du matin. Mais ce n'étaient pas les cris désespérés des mois précédents. C'était un pleur d'enfant, ordinaire, facilement consolé. Raphaël alla la voir et à la surprise de tous, elle se calma immédiatement dans ses bras. « Ma » dit Hélène, cherchant Marine. « Marine dort » expliqua doucement Raphaël. « Papa est là. Tu veux de l'eau? Tu veux que je te chante une chanson ?» Hélène considéra les options quelques instants, puis posa sa petite tête sur l'épaule de son père. « Papa » murmura-t-elle, et se rendormit. C'est à ce moment-là que Raphaël comprit pleinement la transformation qui s'était produite. Il n'était plus un étranger effrayant dans la vie de sa fille. Il était papa. Il était la sécurité. Il était le foyer. Le lendemain matin, pendant que Marine préparait le petit déjeuner, elle observa Raphaël jouer avec Hélène sur le tapis du salon. Il construisait une tour avec des blocs colorés, et Hélène riait à chaque fois que la tour tombait. C'était une scène de bonheur domestique simple, mais profondément significative. « Maman », dit soudain Hélène en regardant Marine. Marine sentit son cœur se serrer. Hélène avait commencé à l'appeler Maman, une adaptation enfantine de maman. C'était une reconnaissance du rôle maternel que Marine avait assumé, mais aussi un rappel douloureux que ce n'était pas sa vraie famille. « Je suis Marine, tu te souviens ?»
Marine, corrigea-t-elle gentiment. Hélène essaya de répéter Ma-ine, réussissant une approximation étonnamment bonne. Très bien, Hélène, la félicita Raphaël. Marine est notre amie très spéciale qui nous a aidés quand nous en avions besoin. Mais Hélène continuait d'alterner entre Maïné et Maman, comme si son esprit d'enfant ne parvenait pas à séparer complètement les deux identités. C'est cet après-midi-là qu'eut lieu le premier grand test de la nouvelle dynamique familiale. Hélène jouait dans sa chambre quand elle trébucha et se cogna le genou par terre. Le grand cri qui s'ensuivit fit accourir à la fois Raphaël et Marine. Mais au lieu de se diriger automatiquement vers Marine, comme elle l'avait fait pendant des semaines, Hélène tendit les bras vers Raphaël. « Papa, papa !» pleura-t-elle, voulant le réconfort de son père. Raphaël la prit dans ses bras, examina le genou blessé, embrassa l'endroit et murmura des mots rassurants. Hélène se calma rapidement, acceptant le réconfort paternel sans réserve. Marine observa la scène avec un mélange de joie et de mélancolie. Joie parce que Raphaël avait enfin assumé pleinement son rôle paternel. Mélancolie parce que cela signifiait que sa propre importance dans la vie de cette famille diminuait comme il se devait. Ce soir-là, alors qu'Hélène dormait, Raphaël et Marine eurent une conversation qu'ils savaient tous deux inévitable. « Marine, comment vous sentez-vous à l'idée du retour de Lucienne ?»« Nerveuse, admit-elle. Hélène a créé une routine, un sentiment de sécurité. Le retour de sa mère biologique va tout chambouler. Et comment vous sentez-vous à l'idée de cesser d'être là, figure maternelle principale pour Hélène? Marine mit du temps à répondre. C'est la bonne chose à faire. Hélène a besoin de sa vraie mère, vous avez besoin de votre femme, et Lucienne a besoin de la chance d'être à nouveau mère. Mais je ne vais pas mentir, ça va faire mal, très mal. Vous serez toujours importante pour nous, dit Raphaël. Hélène n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour elle. Je n'oublierai jamais. Je sais, dit Marine avec un sourire triste. Et c'est déjà plus que ce que j'aurais pu demander. À la fin de cette deuxième semaine, Hélène disait une quinzaine de mots différents, mangeait normalement, dormait toute la nuit et montrait de l'affection physique tant pour Raphaël que pour Marine. C'était une enfant complètement différente de la petite fille traumatisée et médicamentée que Marine avait trouvée 3 semaines plus tôt. Mais tous savaient que le véritable test était à venir. Le retour de Lucienne et la nécessité de reconstruire une famille qui avait été séparée par la maladie mentale et réunie par la guérison émotionnelle. Le jour du retour de Lucienne se leva avec un ciel nuageux typique de l'hiver parisien, comme si la nature elle-même reflétait la tension émotionnelle qui planait sur cette maison du 16e arrondissement. Raphaël se réveilla avant le réveil, à 5h30 du matin, l'estomac noué par la nervosité. Après 4 mois d'hospitalisation à la clinique Renaissance, sa femme rentrait à la maison et aucun des intéressés ne savait vraiment comment se dérouleraient ces retrouvailles. Marine avait passé la nuit blanche, organisant mentalement tous les détails qu'elle devait transmettre à Lucienne sur la routine actuelle d'Hélène. La petite fille dormait maintenant toute la nuit, mangeait des légumes qu'elle refusait auparavant, disait plus de 20 mots différents et avait développé une personnalité curieuse et affectueuse. Mais comment expliquer à une mère que sa fille s'était complètement transformée en son absence? Hélène, naturellement, n'avait aucune conscience de l'importance de ce jour. Elle se réveilla à 7h du matin comme toujours, cherchant Marine de ses petits yeux encore endormis, babillant « Maïné » avec la prononciation qui était devenue sa marque de fabrique. Elle portait une barboteuse bleu clair qui mettait en valeur ses yeux sombres et tenait fermement le foulard bleu qu'elle ne quittait jamais. Le dernier vestige tangible de la mère dont elle se souvenait à peine. « Aujourd'hui est un jour spécial, Hélène, » dit Marine en peignant les cheveux bouclés de la petite fille. « Ta maman rentre à la maison. » Hélène inclina la tête, traitant le mot « maman » avec la concentration de quelqu'un qui essaie de déchiffrer un code. « Maman » demanda-t-elle en pointant Marine. « Non, ma chérie, ta vraie maman, la propriétaire du foulard bleu que tu aimes tant. » La petite fille regarda le tissu dans ses mains, puis de nouveau Marine avec une expression confuse. Pour elle, Marine avait toujours été la figure maternelle présente. L'idée d'une autre maman était un concept trop abstrait pour que son esprit de 15 mois le comprenne complètement. Raphaël était dans le jardin,
s'occupant nerveusement des plantes, quand la voiture de la clinique s'arrêta devant la maison. Le docteur Rivière avait insisté pour accompagner personnellement Lucienne ce premier jour, pour observer la dynamique familiale et intervenir si nécessaire. Raphaël vit à travers la clôture la femme qu'il n'avait pas vue depuis 4 mois descendre de la voiture et son cœur s'emballa. Lucienne était visiblement différente. Elle avait pris du poids. Ses cheveux bruns étaient bien coiffés et attachés en une queue de cheval, et il y avait une sérénité dans ses mouvements que Raphaël n'avait pas vue depuis longtemps. Mais il y avait aussi de l'anxiété dans ses yeux quand elle regarda la maison où sa fille grandissait sans elle. « Raphaël, » dit le docteur Rivière en le saluant dans le jardin, « comment Lucienne doit-elle aborder Hélène? Nous savons que la petite fille a traversé des traumatismes et des changements significatifs. Elle va beaucoup mieux maintenant, dit Raphaël, mais elle est toujours méfiante envers les étrangers. Et pour elle, Lucienne est malheureusement devenue une étrangère. » Les mots firent mal à Lucienne comme un couteau, mais elle s'était préparée à cette possibilité pendant des mois de thérapie. « Je sais que ça prendra du temps, » dit-elle, la voix étranglée mais contrôlée. « Je suis prête à reconstruire notre relation à partir de zéro, si nécessaire. » Quand ils entrèrent dans la maison, Marine était dans le salon avec Hélène sur ses genoux, jouant avec des blocs colorés. La petite fille était distraite, empilant et renversant les pièces, quand elle perçut soudain la présence d'étrangers. Ses yeux se fixèrent d'abord sur le docteur Rivière, puis sur Lucienne, et sa réaction fut immédiate. Elle se cacha dans le cou de Marine, agrippant le foulard bleu comme un bouclier. Lucienne s'arrêta à l'entrée du salon, voyant pour la première fois en 4 mois la fille qu'elle avait laissée bébé pleureur et qu'elle retrouvait maintenant comme une enfant développée et articulée. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les contrôler. « Elle est si grande, » murmura-t-elle, « si différente. »« Lucienne ?» demanda Hélène depuis les genoux de Marine, testant le nom qu'elle avait entendu Marine mentionner quelquefois. Le cœur de Lucienne se brisa en entendant sa propre fille prononcer son nom comme si elle était une parfaite inconnue. Mais le docteur Rivière l'avait préparée à ce moment. « Bonjour Hélène, » dit-elle doucement, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant, mais en gardant une distance respectueuse. « Tu te souviens de ce foulard bleu? Il était à moi. Tu en as très bien pris soin pour moi. » Hélène regarda le tissu dans ses mains, puis Lucienne traitant l'information. Lentement, elle leva le foulard et le sentit, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse ou avait besoin de réconfort. Et c'est alors que quelque chose de magique se produisit. Même après 4 mois, même avec toute la confusion et le traumatisme qu'elle avait affronté, l'odeur familière du parfum de Lucienne était encore imprégnée dans ce tissu. Et quelque part au plus profond de sa mémoire émotionnelle, Hélène reconnut cet arôme. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda Lucienne avec une attention renouvelée, puis de nouveau le foulard. « Maman ?» demanda-t-elle, mais cette fois elle ne regardait pas Marine. Elle regardait directement Lucienne. Les larmes de Lucienne coulèrent librement maintenant. « Oui, mon amour, je suis ta maman. Maman est rentrée à la maison. » Mais Hélène ne courut pas dans les bras de Lucienne comme dans les films romantiques. Au lieu de cela, elle resta fermement accrochée à Marine, observant Lucienne avec une curiosité prudente. C'était une enfant intelligente qui avait appris à être prudente avec les changements soudains. Marine, percevant le moment délicat, s'assit par terre, gardant Hélène en sécurité sur ses genoux. « Hélène, tu veux montrer à ta maman comment tu sais dire de nouveaux mots ?» Hélène considéra la proposition quelques secondes, puis regarda Lucienne et dit clairement « Papa », en pointant Raphaël. « Papa », répéta Lucienne, souriant à travers les larmes. « Tu as appris à dire papa. Et que sais-tu dire d'autre ?»« Soleil » dit Hélène en pointant la fenêtre. « Thé » dit-elle en pointant la table où il prenait habituellement le thé de l'après-midi. « Ma-ine » dit-elle en serrant Marine dans ses bras. Et puis, dans un moment de courage enfantin, elle pointa Lucienne et essaya « Ma, man, ma, maman » murmura Lucienne. « C'est ça, je suis ta maman. » Le processus de rapprochement fut lent et prudent. Hélène permit à Lucienne de s'asseoir près d'elle, mais garda toujours Marine comme intermédiaire. Lorsque Lucienne lui offrit un petit cadeau, un livre d'images colorées, Hélène l'accepta mais l'examina d'abord avec Marine, comme pour demander son approbation. Le docteur Rivière observait tout attentivement, prenant des notes discrètes.
Après 2 heures, il s'adressa à tous les adultes présents. « Ce que je vois ici est très positif. Hélène ne rejette pas Lucienne. Elle est juste prudente. Ce qui est naturel et sain. Lucienne respecte le rythme de l'enfant, ne force pas la proximité physique. Et Marine facilite la transition de manière très intelligente. « Que suggérez-vous pour les prochains jours ?» demanda Raphaël. « De la patience. Lucienne doit passer du temps avec Hélène tous les jours, mais sans pression. Laissez Hélène contrôler le rythme du rapprochement. Et Marine, il la regarda. Votre présence sera cruciale dans cette transition. Hélène vous fait confiance, vous pouvez donc servir de pont entre elle et Lucienne. » Pendant le déjeuner, Hélène montra un autre signe de progrès. Lorsque Lucienne proposa de l'aider à manger, Hélène ne refusa pas. Elle permit à Lucienne de tenir la cuillère et de l'aider à manger, bien qu'elle préféra toujours que Marine soit assise à côté. C'est pendant la sieste de l'après-midi que Lucienne et Marine parlèrent enfin seules. « Je vous dois beaucoup, » dit Lucienne avec une profonde sincérité. « Raphaël m'a tout raconté. Comment était Hélène quand vous êtes arrivée? Le médicament. Comment vous l'avez aidée à se rétablir? Je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait pour ma fille. »« Vous ne me devez rien, » répondit Marine. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Hélène est une enfant spéciale qui mérite tout l'amour du monde. Mais vous êtes devenue sa mère quand je ne pouvais pas l'être. Cela a dû signifier beaucoup pour vous. » Marine mit du temps à répondre, choisissant ses mots avec soin. « Hélène m'a appris que l'amour maternel n'a rien à voir avec la biologie. Il s'agit de présence, de soins, de dévouement. Vous avez toujours été sa mère, Lucienne. J'ai juste pris soin d'elle jusqu'à ce que vous puissiez revenir. Et maintenant, comment faisons-nous cette transition? Hélène vous aime clairement comme une mère. Avec du temps et de la patience. Hélène est intelligente. Elle apprendra qu'elle peut m'aimer comme une amie spéciale et vous aimer comme sa maman. Le cœur d'un enfant est assez grand pour de nombreux types d'amour. » Quand Hélène se réveilla de sa sieste, quelque chose de surprenant se produisit. Elle se réveilla en pleurant d'un cauchemar, comme cela arrivait encore occasionnellement. Raphaël accourut dans la chambre, suivi de Marine et Lucienne. Mais au lieu de chercher automatiquement Marine, Hélène tendit les bras en l'air sans spécifier vers qui. Ce fut Lucienne qui s'approcha la première, instinctivement. « Un cauchemar, mon amour ? Maman est là. » Et Hélène, encore à moitié endormie et vulnérable, permit à Lucienne de la prendre dans ses bras. Elles se blottirent l'une contre l'autre, Hélène tenant le foulard bleu, mais acceptant le réconfort maternel de Lucienne. « Maman », murmura Hélène, utilisant enfin le mot pour la bonne personne. Les semaines qui suivirent furent des ajustements constants, mais avec des progrès quotidiens. Hélène transféra progressivement beaucoup de ses besoins émotionnels de Marine à Lucienne, mais garda une affection particulière pour la femme qui avait pris soin d'elle pendant les mois les plus difficiles de sa vie. Marine commença à réduire progressivement sa présence à la maison. D'abord, elle ne passait que les journées là-bas, partant le soir. Puis elle alternait les jours. Finalement, elle ne venait plus que 2 fois par semaine, permettant à la famille de trouver son propre rythme. Le moment le plus émouvant arriva 3 mois après le retour de Lucienne. Hélène, maintenant âgée d'1 an et demi et parlant en phrases simples, jouait dans le jardin avec ses parents lorsque Marine arriva pour une de ses visites régulières. La petite fille courut vers elle, mais pas avec le désespoir de la dépendance. C'était la course joyeuse d'une enfant qui voit une personne chère. « Maïné, Maïné !» cria Hélène en serrant les jambes de Marine. Puis elle lui prit la main et la tira vers ses parents. « Maman, papa, Maïné !» C'était une présentation. Hélène présentait sa famille à son amie spéciale, intégrant harmonieusement toutes les pièces de son monde. « Regarde Maïné !» dit Hélène en pointant un petit arbre qu'ils avaient planté dans le jardin. « L'arbre de maman !» Marine regarda Raphaël et Lucienne d'un air interrogateur. « C'est une tradition que nous avons commencée, » expliqua Lucienne. « Chaque fois qu'Hélène franchit une étape importante, nous plantons quelque chose dans le jardin. Celui-là, c'est l'arbre de quand elle a recommencé à faire confiance à papa. Celui-là, c'est quand elle a dit « maman » pour la première fois à moi. Et celui-là, dit-elle en pointant un rosier en fleurs, c'est le vôtre. Le mien ? L'arbre de Marine, dit Hélène en courant vers le rosier. Joli, Maïne. Marine s'agenouilla à côté du rosier, le cœur débordant d'émotion. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, Hélène. Cet après-midi-là, en observant Hélène jouer joyeusement avec ses parents biologiques, Marine sut que sa mission là-bas était accomplie.
Elle était arrivée comme employée de ménage et était devenue une partie de l'histoire de guérison de cette famille. Mais il était maintenant temps de les laisser écrire les prochains chapitres seuls. Quand elle leur dit au revoir cet après-midi-là, Hélène la serra fort dans ses bras et dit « Marine revient ? Chaque fois que vous aurez besoin de moi, promit Marine. Toujours. 2 ans plus tard, Marine reçut une invitation de mariage. Raphaël et Lucienne avaient décidé de renouveler leurs vœux, symbolisant le nouveau départ de leur famille. Hélène, maintenant âgée de 3 ans et demi, était la demoiselle d'honneur. Pendant la cérémonie qui se déroula dans le jardin de leur maison, Hélène tenait les alliances de ses parents d'une main et le foulard bleu, maintenant délavé mais toujours précieux, de l'autre. Quand on lui demanda si elle voulait dire quelque chose aux mariés, elle se tourna vers Marine, assise au premier rang, et dit clairement « Marine a appris que les familles se réparent avec de l'amour. » Et là, dans ce jardin, où il n'y avait eu autrefois que douleur et confusion, fleurissaient non seulement les plantes qu'ils avaient soigneusement cultivées, mais une famille qui avait appris que la guérison vient de ceux que nous attendons le moins, au moment où nous en avons le plus besoin, et que le véritable amour arrive parfois déguisé en travail ordinaire, accompli par des personnes extraordinaires. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Hélène, Raphaël, Lucienne et Marine a profondément touché vos cœurs. Cette histoire nous rappelle que le salut vient souvent des personnes les plus improbables, qui arrivent dans nos vies exactement au bon moment. Elle nous enseigne que les familles peuvent être guéries, que les enfants sont résilients, et que le véritable amour a parfois besoin d'être assez patient pour attendre le bon moment pour s'épanouir. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, si vous vous êtes reconnu dans l'un des personnages, n'hésitez pas à l'exprimer. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes, et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Chaque jour, nous vous proposons des récits qui explorent les recoins les plus profonds de l'âme humaine, des histoires qui nous font pleurer, sourire, et par-dessus tout, croire en la capacité infinie de transformation qui existe en chacun de nous. À notre prochaine rencontre, où une nouvelle histoire vous attend pour vous émouvoir.